Dès les premières lueurs du jour, Chan prit la déesse des eaux pour appeler sa bienveillance. Chan et son mari Bao vivent sur un petit bateau marchand dans le delta du Mékong, au Vietnam. Autrefois, j'accompagnais ma mère. Maintenant, j'accompagne mon mari sur la jonque. Toujours pour faire du commerce. On gagne assez pour vivre. Il faut faire avec, quoi qu'il arrive. On vit librement, sans contrainte. À force de voyager, la jonque est devenue notre maison. On n'a pas vraiment de soucis. Chan et Bao cherchent à acheter de nouvelles marchandises. Ils naviguent dans l'extrême sud du Vietnam, peu avant l'embouchure d'un des bras du Mékong. Avec ses 4500 km, le Mékong est l'un des plus grands fleuves du monde. Il prend sa source dans les hauts plateaux du Tibet, traverse la province chinoise du Yunnan, longe la frontière avec le Myanmar et la Thaïlande, traverse le Laos et le Cambodge, avant d'arriver enfin au Vietnam et de se jeter dans la mer de Chine méridionale. Son delta est constitué d'un réseau de 8 bras principaux, entrecoupés d'innombrables petites rivières et canaux. Les Vietnamiens l'appellent Sun Kieu Long, le fleuve des 9 dragons. Peu avant que le Mékong disparaisse dans la mer, Chan et Bao s'engagent sur une petite rivière. Il est facile de naviguer sur les larges bras du fleuve, mais se faufiler sur les étroits cours d'eau et canaux est déjà plus délicat. Chan et son mari se relaient à la barre. Je n'ai pas peur, je navigue depuis bien longtemps. Je le faisais déjà sur la jonque de ma mère. J'ai tout appris toute seule. Je n'ai pas le permis. Mais mon mari, là. Chan et Bao veulent se rendre à Tan Phuoc, à quelques kilomètres de là. Ils ont entendu dire qu'ils y trouveraient des pastèques de bonne qualité. Seules quelques rares routes traversent le delta. Pour les habitants de la région, il est bien plus facile de se déplacer sur l'eau. Grâce aux alluvions déposées par le fleuve, les terres du delta sont particulièrement fertiles. Elles approvisionnent tout le Vietnam en riz et en fruits. Les agriculteurs irriguent les rizières et les vergers avec l'eau du fleuve et peuvent espérer plusieurs récoltes par an. Les fruits du jacquier y poussent aussi facilement que les longanes, les pomelos, les goyaves ou encore les mangues. Phu et sa famille sont agriculteurs. Cela fait plusieurs générations qu'ils cultivent des pastèques et des patates douces. Il serait trop difficile de transporter les fruits par la route. Ils préfèrent donc les vendre aux marchands sur les bateaux. Chan évalue d'un coup d'œil la marchandise, puis les porteurs entrent en action. Leur panier rempli de pastèques pèse entre 50 et 60 kilos. Chan et Bao ont parfois de mauvaises surprises en arrivant chez l'agriculteur. Il arrive que les fruits soient de mauvaise qualité ou que le prix soit plus élevé que celui convenu au téléphone. Mais même dans ces cas-là, les bateliers doivent souvent se résoudre à acheter la marchandise malgré tout. Car après un long trajet, cela leur ferait perdre trop de temps et d'argent, surtout avec le prix élevé du carburant. Ni, la fille de Chan et Bao,
était partie aider une famille amie sur un autre bateau pendant quelque temps. Elle est aujourd'hui de retour et a amené avec elle du renfort pour le chargement. Chan et Bao peuvent ainsi compter sur l'aide d'autres familles de bateliers. Et quand ils le peuvent, ils se déplacent ensemble. Quand certains ne trouvent pas de main-d'œuvre, nous allons les aider. On s'entraide les uns les autres. Comme ce monsieur. Il travaille dans l'autre jonque, mais il nous donne un coup de main. Dans ce métier, il faut être solidaire. Ce n'est pas possible de travailler seul. La cale est remplie. Elle peut contenir près de 20 tonnes de marchandises. Chan et Bao ont fait une bonne affaire. Ils ont acheté toutes les pastèques du champ pour un prix de gros d'environ 2000 dong le kilo, soit environ 8 centimes d'euros. Voici l'argent. Vous êtes bien impatient. Vous pouvez recompter. C'est déjà recompté? Oui, ça fait 50 billets. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas trop envie de traîner. Chan et Bao doivent vendre leurs pastèques le plus vite possible. Tant qu'elles sont fraîches, ils peuvent en obtenir un bon prix. Mais la récolte et le chargement du bateau ont duré plus longtemps que prévu et la marée a baissé. Ce n'est qu'au petit matin que le niveau de l'eau est remonté assez haut pour lever l'ancre. Les deux bateliers remontent le fleuve jusqu'à Mito. La ville se trouve à une centaine de kilomètres et il leur faudra près de 10 heures pour y arriver. Un commerçant de Mito a fait savoir qu'il était prêt à acheter des pastèques à un très bon prix. Ni, la fille de la famille, a 17 ans. Après 6 ans d'école, elle a décidé d'arrêter et depuis, elle vit sur le bateau. Son petit frère a 15 ans et vit chez les parents de Bao, sur la terre ferme. Chan aurait préféré que sa fille continue ses études. Je me fais du souci. Mais si elle ne veut plus faire d'études, je ne la force pas. Les enfants qui aiment les études, ils en font. Ceux qui n'aiment pas, on les prend dans la jonque. J'aime bien la jonque. C'est un peu fatigant, mais pour le moment, je m'y sens mieux que sur la terre ferme. Même si plus tard, je vivrai à terre. L'eau du fleuve sert à faire la lessive et la vaisselle. Pour boire, la famille dispose d'un petit bidon d'eau potable. Le bateau n'est pas très grand et le moindre espace est utilisé le plus efficacement possible. Quand on mène cette vie de nomade, on possède peu de choses. Mais Ni a caché quelques petits trésors dans son placard. De son côté, Chan n'imagine plus vivre sur la terre ferme. Travailler sur terre rapporte moins que sur la jonque. Sur le bateau, on voyage sans cesse. Maintenant, même si on voulait rester sur terre, on ne pourrait plus. On a pris l'habitude de voyager. Sur terre, les gens font attention à leurs dépenses, tandis que sur la jonque, on vit au jour le jour. C'est bien. L'argent rentre, l'argent sort. Finalement, il y en a toujours. On passera certainement toute notre vie sur la jonque. Si les enfants veulent y rester, ils resteront. Ce n'est pas à nous de décider. Après 10 heures de voyage, le bateau atteint Mito. C'est la ville la plus à l'ouest du delta. Elle est desservie par une route nationale et est donc devenue un important carrefour commercial.
Au port, un camion attend pour le transport des pastèques. Une partie partira pour Hanoï et même pour la Chine. Les prix sont élevés en ce moment et les petits marchands des bateaux savent en profiter. En contrepartie, la patronne de la compagnie de transport se montre exigeante. Il faut toquer les pastèques pour voir si ça sonne bien. Celles des 2 dernières livraisons, je ne les ai pas trouvées bonnes. Elles étaient trop mûres. Je ne vois pas où était le problème la dernière fois. Il y en avait dont la queue était desséchée. Mais ce n'est pas de ma faute. Celles-là sont belles. Je les prends. Après s'être mis d'accord sur le prix, la patronne vérifie la justesse de la balance. Elle veut acheter 10 tonnes des plus grosses pastèques, la moitié de la cargaison. Elle est prête à payer 3 500 dong par kilo, ce qui couvre déjà presque la totalité du prix d'achat. Les pastèques sont transportées avec soin, sous la surveillance de la patronne. Ses propres clients risquent de baisser leur prix si les pastèques sont abîmées. Chan et Bao sont satisfaits de leur affaire. Ils ont peu de marge pour négocier les prix avec leurs clients, car au fil des jours, les pastèques se gâtent et deviennent plus difficiles à vendre. Le premier camion est déjà plein et le prochain n'est pas encore arrivé. Il faut à nouveau attendre. Il reste des pastèques. Et je n'ai pas encore été payé. Il va falloir attendre jusqu'à demain midi pour pouvoir repartir. Le lendemain matin, Chan et Bao ont fini leur déchargement et reçu leur paiement. Afin d'écouler la marchandise restante, Bao s'informe des prix sur les différents marchés flottants du delta. La famille décide de se rendre au marché de Chao Doc, au nord, près de la frontière avec le Cambodge. C'est là-bas que les prix sont les meilleurs, mais le trajet dure une vingtaine d'heures. S'ils naviguent toute la nuit, ils y seront le lendemain matin. Les bateaux de commerce sont nombreux dans le delta. Le gouvernement prévoit bien la construction de nouvelles routes et de ponts, mais ces petits bateaux seront encore indispensables pendant longtemps. Chan et Bao ne se font pas de soucis pour leur avenir. Le Vietnam est un pays socialiste, mais il y a longtemps que le gouvernement a lancé des réformes économiques libérales. Les bateliers peuvent travailler librement, la réglementation est assez souple, mais il est malgré tout difficile pour les petits marchands de s'en sortir. Ces derniers temps, le prix du carburant a beaucoup augmenté. Ainsi, Chan et Bao réfléchissent à 2 fois avant d'entreprendre un voyage jusqu'à un marché éloigné, même si les prix y sont meilleurs. Je vais prendre aussi des glaçons. Un peu de fraîcheur pour les quelques aliments périssables qu'ils emportent. Voilà un petit confort qu'ils s'accordent. Ils ont maintenant tout ce qu'il leur faut pour le trajet. C'est un long voyage et Nhi a beaucoup de temps à elle. Allô, maman? Vous êtes où? On aimerait vous rejoindre. Tu es où? Les parents de Chan vivent eux aussi sur un bateau et naviguent sans relâche sur le delta. Pourtant, ils ne se voient que rarement.
Chan a appris qu'aujourd'hui leurs routes se croisaient. Il prévoit donc une courte halte. Il y a quelques années, les parents de Chan ont acheté un grand bateau. Asseyez-vous. Installez-vous et prenez un verre. Autrefois, on naviguait sur une jonque, petite comme celle-là. On faisait du commerce de toutes sortes de marchandises. J'avais toujours l'œil sur les enfants quand ils étaient petits. Mais un jour, l'un d'eux est tombé à l'eau et mon mari s'y est jeté pour le sauver. Mes parents m'ont appris à nager à l'âge de 7-8 ans. Je me baignais midi et soir dans le fleuve. Je faisais très attention quand les enfants étaient petits. Je ne les lâchais pas. Le soir, je mettais les moustiquaires lorsqu'ils se couchaient. Je les fermais bien pour qu'ils dorment bien. Il y avait beaucoup de moustiques. Zhuong et Kuei, les parents de Chan, acheminent des poissons entre les fermes d'élevage et les usines de transformation. 2 de leurs neveux les accompagnent en permanence pour les aider. Leur bateau est bien plus confortable que celui de Chan. Il y a plus de place pour cuisiner et ils disposent toujours de poissons frais. Avec l'aide de sa fille et de sa petite-fille, Zhuong a rapidement concocté un petit repas de fête, une fondue vietnamienne au poisson. Mais Chan et Bao ne peuvent pas s'attarder. Ils ont encore un long voyage devant eux. Le grand bateau est plus confortable, mais aussi plus difficile à manœuvrer. Comme sur la plupart des bateaux au Vietnam, 2 yeux sont peints sur la proue. À l'époque de nos ancêtres, déjà, on construisait souvent les jonques avec 2 yeux pour voir le chemin. Aujourd'hui, c'est pareil. Ceux qui travaillent sur l'eau croient beaucoup à la déesse des eaux Bakao. Alors, pour éviter le danger, on lave les 2 yeux et le nez de la jonque pour voir clair, et on allume de l'encens en guise d'offrande à la déesse. Le delta du Mékong n'est pas un fleuve dangereux. Les marchands évitent seulement de naviguer pendant la saison des pluies, quand il y a des tempêtes. Zhuong est issue d'une famille modeste de riziculteurs. À 14 ans, elle a commencé à faire du commerce avec une petite barque à rame. Après son mariage, elle a pu acheter un bateau plus grand. Pendant la guerre du Vietnam, son mari s'est caché pour ne pas être enrôlé. Zhuong a continué à travailler seule, alors que les Américains et les Viet Cong se livraient des combats acharnés. À l'époque de la guerre contre les Américains, les jonques étaient parfois attaquées. Quand ça devenait tendu, on s'arrêtait. Mais il est arrivé que les ennemis nous poursuivent. Ils attaquaient là-bas, on se cachait ici. Quand les bombes explosaient, il y avait des morts. On sautait de la jonque, on plongeait. On ne savait pas si on allait mourir ou rester en vie. Et la mort frappait souvent. Depuis toujours, les eaux poissonneuses du Mékong nourrissent les pêcheurs et leurs familles. Même dans la vase, on trouve des crustacés et des poissons. Aujourd'hui, de nombreuses familles élèvent des poissons dans la cale de leur bateau ou dans des bassins aménagés. Depuis quelques années, le marché est en plein boom, car de plus en plus de poissons sont exportés à l'étranger. Ils doivent être transportés vivants pour rester frais. Il faut donc remplir la cale avec l'eau du fleuve.
l'eau des étangs d'élevage vient aussi du Mékong. Ici, on élève principalement des pangas, une espèce de poisson-chat qui se vend bien à l'étranger. Le chargement est une véritable chorégraphie parfaitement exécutée. Chacun connaît son rôle et sait ce qu'il doit faire et à quel moment il doit le faire. Kouai et Zhuong n'ont pas besoin d'aider. Ils peuvent s'accorder une petite pause. Une fois les poissons dans la cale, ils partent pour l'usine de transformation. Leur trajet n'est pas aussi long que celui de Chan et Bao. Ils arriveront à destination dans environ 6 heures. Pendant ce temps, Chan et Bao continuent leur remontée du fleuve. Pour se nourrir, ils n'ont pas de poissons frais, mais des pastèques à volonté. Chan apprécie sa vie sur l'eau. Je voyage sans cesse depuis que je suis toute petite. De temps en temps, je retournais sur la terre ferme, chez mes tantes. C'est par leur intermédiaire que nous nous sommes rencontrés. Elles nous ont présentés. L'un était sur terre, l'autre sur une jonque. Ils ont déjà parcouru la moitié du chemin jusqu'à Chao Doc. La journée a été bonne. Le fleuve est calme, le moteur n'a pas fait de caprice et la moitié de la marchandise est déjà partie à bon prix. Le soir venu, Chan remercie les dieux. La plupart des Vietnamiens se considèrent comme bouddhistes, mais au quotidien, le bouddhisme se mêle au culte des ancêtres et à la croyance en de nombreuses divinités et esprits protecteurs. Chan rend grâce à Bouddha, aux déesses des eaux Ba Cao et Nam Hai, aux esprits des maisons et aux dieux de la sagesse. Le matin et l'après-midi, je brûle de l'encens. Lors du départ, je prie les déesses des eaux de nous accorder de la chance. Et au moment du retour, je prie le génie gardien du sol et le génie du talent. Je les prie aussi quand j'ai du mal à vendre des marchandises, pour qu'ils fassent venir les acheteurs. Chan prépare le lit. Bao, lui, ne dormira pas. Pour arriver tôt le lendemain à Chao Doc, il doit naviguer toute la nuit. Pour les marchandises sèches, comme par exemple les patates douces, nous ne naviguons que pendant la journée, mais pour les pastèques, nous naviguons aussi la nuit. Mais je m'y suis habitué. Si j'ai sommeil, ma femme me remplace pour quelques heures. Des marchés flottants se tiennent tous les jours dans le delta.
À Chowdok, de petits bateaux-restaurants viennent nourrir les commerçants. Certains de ces restaurateurs vivent eux-mêmes sur le fleuve et se mettent en route pour le marché alors qu'il fait encore nuit. Ils ont tout ce qu'il faut à bord pour préparer un bon plat de riz ou une pho, une soupe vietnamienne aux nouilles. Bao et Chan ont réussi à arriver tôt à Chowdok. Ils ont faim mais sont trop fatigués pour cuisiner. Avant que le marché ne commence, ils ont un peu de temps pour se restaurer. De nombreux autres bateaux transportant des légumes et des fruits ont fait le voyage sur le Mékong jusqu'à Chowdok. Dès les premières lueurs du jour, le marché flottant s'éveille. Les produits à vendre sur chaque bateau sont suspendus à un long bâton pour être visibles de tous. Chan a prié les dieux pour que sa journée soit fructueuse. Elle n'a plus qu'à attendre les clients. Il existe environ une dizaine de marchés flottants dans le delta du Mékong. À Chowdok, les marchands de gros vendent leurs marchandises à des commerçants plus petits, qui achètent souvent tout un assortiment de fruits et de légumes. D'autres marchands proposent aux bateliers tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Des casseroles, de la nourriture, des bâtonnets d'encens, de l'essence, de la soupe aux nouilles. Il y a foule sur le bateau de Chan. Les clients reconnaissent que ces pastèques sont de bonne qualité. Mais il vaut toujours mieux marchander un peu. Les gens n'aiment pas quand elles sont trop molles. Disons 2000. Vous prenez tout ça? Faites-moi un prix. Si c'est trop cher, on n'arrivera pas à les vendre. Celles qui sont là derrière sont déjà molles. Trop mou, ce n'est pas bon. Donnez-moi celle-ci. Elles sont vraiment trop molles. Ces acheteurs ont convenu d'un prix avec Bao. Après avoir chargé la marchandise, ils quitteront Chowdok pour aller vendre leurs fruits et légumes aux riziculteurs à travers les bras et les canaux du Mékong. Un autre couple de commerçants va passer la frontière pour vendre ses fruits au Cambodge, où les prix sont plus élevés. L'ouverture des frontières facilite le commerce avec le pays voisin. Sur ce bateau, deux femmes achètent des pastèques pour les revendre dans leur village, situé à 1 heure de là. Le marché de Chowdok approvisionne ainsi en fruits et légumes toute la partie supérieure du delta du Mékong.
Les ouvriers des rizières sont contents que les marchands viennent à eux. Lors des récoltes, beaucoup restent vivre à proximité des champs. Comme les villages et les magasins sont souvent éloignés, les marchands peuvent demander un prix élevé. Ils mettront 2 à 3 jours pour tout vendre avant de retourner au marché flottant. Cắt nữa, không có giấy sao mày đưa tao cắt vậy? Cắt này cắt lại để xong quá. Les 2 femmes sont arrivées dans leur village. Il leur faut maintenant décharger les pastèques. Elles habitent dans une maison sur pilotis, directement sur la rive. Cela coûte moins cher à construire et ainsi, elles n'ont pas eu à acheter de terrain. C'est aussi très pratique pour rester à proximité de leur bateau. Les habitants de ce village vivent principalement de la culture du riz. Les 2 femmes vendent leurs fruits sur un petit marché local. De Chao Doc, il faut environ 3 heures pour remonter le Mékong jusqu'à la frontière cambodgienne. Les marchands doivent déclarer leur bateau. C'est la seule formalité pour traverser la frontière. La situation n'a pas toujours été aussi paisible. Après l'installation du régime autoritaire de Pol Pot en 1975, les troupes cambodgiennes ont attaqué la frontière vietnamienne. En réponse à cela, l'armée vietnamienne a envahi le Cambodge et a renversé le régime de Pol Pot. Aujourd'hui, les habitants des régions frontalières n'ont plus qu'à montrer leurs papiers pour passer la frontière. Au Cambodge, les 2 bras du Mékong n'en forment bientôt plus qu'un. Il est navigable jusque dans le nord du pays, mais ensuite, des rapides empêchent la circulation. L'activité au marché flottant de Chao Doc s'est ralentie. Chan en profite pour faire ses propres achats. Avez-vous des bâtonnets d'encens plus longs? Je n'en ai plus. Bao, change-moi 100 000 dong, s'il te plaît. Au bateau, le marchandage fait toujours partie du jeu. Le prix est de 1 200 000. C'est bien ça. 600 kilos pour 1 200 000, c'est impossible. Vous avez oublié le prix, c'est 2500 le kilo. Aujourd'hui, Bao parvient à imposer ses prix, mais ce n'est pas toujours le cas. Il lui arrive parfois de vendre les fruits à perte. Plus il y a de pastèques, plus leur prix baisse. Quand il y en a moins, elles sont vendues à un prix supérieur. Parfois, leur prix s'effondre. On les achète à 30 millions et on les revend à 15. C'est une perte.
Mais parfois, on les achète à 30 millions et on arrive à les revendre à 50. Entre-temps, les parents de Chan sont arrivés à l'usine de transformation de poissons. De nombreux transporteurs attendent comme eux d'être déchargés. Pour sortir les poissons du bateau, une petite plongée s'impose. Après quelques minutes, les plongeurs ressortent de la cale. Une fois le filet relevé, on se sert des épuisettes. Les poissons, encore vivants, sont pesés directement dans le camion, puis emmenés à l'usine pour être transformés. Zhuong en a profité pour descendre à terre et acheter des fruits et des légumes frais. Une partie est offerte aux dieux protecteurs. Avec leur confortable bateau, les parents de Chan peuvent envisager de travailler encore quelque temps. Ils n'ont pas besoin de faire de trop grands trajets et leur neveu les aide pour les travaux difficiles. Un jour, ils quitteront sûrement la vie sur le fleuve. Ils retourneront sur la terre ferme où ils ont acheté des champs. Ce moyen de transport nous a accompagnés lorsque nous vivions dans la pauvreté. Quand nous serons vieux, que nous vivrons à terre en exerçant le métier d'agriculteur ou un autre métier, notre travail sur l'eau nous manquera. Il nous a aidés à subvenir à nos besoins jusqu'à maintenant. C'est grâce à lui que nous avons pu acheter des terres. Bao est descendu à terre à Chau Doc pour régler des affaires et faire quelques achats. Passer quelques heures en ville marque toujours un vrai contraste avec la tranquillité de la vie sur l'eau. Il en profite pour acheter un peu de viande. Sur le bateau, ils n'en mangent que rarement, car ils n'ont pas de moyens de la conserver. Pendant ce temps, Chan et Ni nettoient le bateau en profondeur. Ensuite, la famille reprendra la route pour acheter de nouvelles pastèques. Plus tard viendra le temps des patates douces et du manioc, puis à nouveau des pastèques. À chaque saison, c'est produit.
C'est fatigant d'aller chercher les pastèques. Et on se fait du souci pour la marchandise. C'est seulement une fois qu'on est arrivé au marché et qu'on a vendu toute la marchandise que ça va beaucoup mieux. On nettoie la jonque, on fait le ménage et c'est fini. Plus tard, je vivrai à terre. Je n'exercerai pas ce métier. C'est trop fatigant. J'irai sur la terre ferme pour y vivre. Un petit bateau ramène Bao au marché flottant de Chao Doc. Il ne reste plus qu'à hisser la mobilette à bord. Elle a sa place dans la cale. L'équipage peut alors lever l'ancre et repartir au fil de l'eau dans le delta des 9 Dragons.